Bienvenue sur Mobility TV, la web TV du Mondial de l'Auto. C'est l'avant-dernier jour, on a vécu une sacrée semaine. On va essayer de vous permettre de rêver tout simplement en vous présentant les futures innovations, celles auxquelles vous assistez là, de vos yeux quand vous parcourez les allées du Mondial, celles aussi qu'on verra dans les années qui viennent. Et pour ça, rien de tel qu'un concours qui s'adresse aux startups. On va vous présenter la 6e édition du Grand Prix ACF Autotech. On va vous expliquer ce que c'est, on va vous montrer aussi des exemples, on va vous présenter des anciens vainqueurs et vous dire en gros quelles sont les cases que vous êtes censés cocher pour envoyer vos CV, vos projets et ensuite décrocher ce prestigieux prix. Avec moi, Richard de Cabrol, bonjour à vous. Bonjour. Pour le Grand Prix ACF. Alors, on va en parler, le Grand Prix ACF Autotech, tout simplement. Vous êtes d'une part l'Automobile Club de France et d'autre part l'autre organisateur, c'est important de le souligner. C'est ESSEC Automobile Club, donc l'entité qui soutient l'automobile à l'ESSEC Alumni. Exactement. Jean-Philippe Gibaud est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. De Géolith. Géolith, en un mot. Géolith, c'est production de lithium. Production de lithium. Alors, Propre. de lithium propre. Ça, pour le coup, vous ne savez pas forcément ce que c'est parce que vous avez entendu parler de l'extraction du lithium. On va vous montrer comment en faire justement du propre et pourquoi c'est une innovation absolument indispensable dans les années qui viennent. Nous sommes avec Aymeric de Pontbriand. Bonjour à vous. Bonjour. Scortex, vous travaillez dans... On travaille à la digitalisation du contrôle qualité, donc du côté usine. C'est ça, les données, notamment les données professionnelles, la data, comme on dit aujourd'hui, qui est le nerf de la guerre, l'un des nerfs de la guerre. Effectivement, on cherche à réindustrialiser la France et ramener des usines sur notre territoire et c'est important effectivement d'avoir des outils modernes. Comment réindustrialiser? Et ça, Nemami, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de Covaltis. Covaltis, absolument. Covaltis, exactement. Vous produisez... Concepteur, fabricant, gestionnaire de bornes de recharge intelligentes pour véhicules électriques. Une borne de recharge intelligente, qu'est-ce qui la rend plus intelligente que les autres? On optimise la recharge en fonction de la demande du client. Donc on répartit la puissance pour donner plus d'énergie à celui qui est pressé ou qui demande plus d'énergie par rapport à celui qui veut partir beaucoup plus tard. Et ce Grand Prix ACF Autotech, vous l'avez remporté en... Il y a 1 an et demi. Exactement, il y a 1 an et demi. Bravo à vous encore. D'ailleurs, c'était très important. Quel est le profil des entreprises ou alors des startups que vous cherchez à dénicher, que vous appelez à candidater? Alors en fait, on a la particularité, donc en Grand Prix ACF Autotech, de s'adresser à l'automobile en général, donc la conception, la fabrication, la commercialisation et l'usage de l'automobile. Ouais. Et dès lors, on n'impose pas de sujet précis. Ça, on laisse, j'ai envie de dire, cet exercice aux corporates qui ont des besoins à répondre précisément. Et nous laissons en fait la place à l'innovation. On a envie d'être surpris, on a envie d'être étonné. Et c'est d'ailleurs comme ça que cette année, nous avons été très étonnés par Géolith, parce que je me souviens, les délibérations dans les pré-jurys, on disait ils sont trop en amont, ils n'iront pas jusqu'au bout. Finalement, ils ont tout remporté. Donc effectivement, c'est un concours qui laisse sa place à l'innovation parce que le principe même de l'innovation, c'est découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Et donc si on impose des thèmes trop restrictifs, eh bien, on ne découvre rien. Alors, des passionnés d'automobile ou de l'univers de l'automobile, où il n'y a que ça tout autour de nous, il y a peut-être aussi des entrepreneurs. On peut déposer d'ores et déjà sa candidature. On a jusqu'à quand? Alors, on a jusqu'au 25 novembre pour déposer sa candidature. Et en fait, ce Grand Prix a été un fait un peu particulièrement pour les entrepreneurs, en comprenant que le temps de l'entrepreneur est précieux. Et c'est pour ça qu'on ne demande qu'un deck qu'un entrepreneur présente à un fonds d'investissement, présente à des partenaires potentiels. Il n'y a rien de plus à écrire. Il y a peut-être des ajustements à faire, d'un business model à décrire un petit peu plus précisément. Mais en tout cas, toute start-up peut candidater en déposant un deck. Et chaque candidat qui dépose une candidature particulièrement propre a sa place dans la soirée de remise des prix du 20 avril 2023. Donc ça, il y a un quick win qui est tout de suite là. Même pour ceux qui perdent au Grand Prix. Ce qui est un argument en tant que tel, pourquoi pas après tout. C'est quoi la première qualité pour vous pour déposer sa candidature? La première qualité requise? Je pense que la première qualité, c'est d'avoir une innovation qui sorte de l'ordinaire. Oui, mais on est tous persuadés d'en avoir une qui sort de l'ordinaire. Donc comment on sait qu'elle sort vraiment de l'ordinaire? C'est à nous de le prouver à chaque fois. Exactement. Et ce coup-ci, ça a marché. Comment vous l'avez prouvé pour votre part? Comment je l'ai prouvé? En allant pitcher justement devant cette brillante auditoire de l'ACF. Ouais. Et puis en essayant de montrer la passion qu'on avait dans le sujet, montrer que c'est un sujet porteur et qu'on apporte une réelle innovation. On rappelle d'ailleurs, on a parlé de lithium, vous avez tous entendu parler de lithium. On le retrouve où le lithium en ce moment? Alors le lithium, on le retrouve en fait partout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de semaine, notre président a dit je donne un objectif à l'industrie automobile de produire 2 millions de véhicules électriques en France d'ici 2030.
Alors ça, 2 millions de véhicules, c'est en gros 500 000 tonnes de carbonate de lithium, ce qui est la production mondiale pour cette année. Donc il va falloir que l'industrie du lithium produise d'ici 2030 pour la France ce qu'ils produisent pour le monde aujourd'hui. Bon, c'est pas possible. Ben, ça va être possible, nous on apporte une techno pour le faire. Expliquez-la nous justement. Alors on a développé un matériau innovant Oui. en partenariat avec des universités. Et à partir de ça, on fait des filtres qui vont permettre de capturer le lithium qui est contenu dans des eaux salées, en particulier des eaux salées telles que les saumures de géothermie profonde d'Alsace. Voilà. Mais pas que. Vous avez trouvé du lithium en Alsace, mais vous Oui. l'extrayez de manière propre, et ça, c'est important. Alors, nous, on ne l'extrait pas. Nous, on fournit les outils pour que d'autres le fassent. Qui vont pouvoir permettre de le faire proprement. Alors le lithium, l'extraction de lithium, c'est aussi des photographies que vous avez peut-être vues, tiens, sur Google Images, pourquoi pas. Vous avez notamment un désert de sel, c'est en Amérique latine, avec des bassins de différentes couleurs. C'est là aussi qu'on essaie d'en extraire, mais de manière beaucoup moins propre que la Tout à fait. solution que vous avez mis à disposition. Tout à fait. Et on a aussi un démonstrateur au Chili Ouais. pour amener une solution alternative aux producteurs chiliens pour produire leur lithium de manière plus propre et plus efficace. Donc ça, c'est le genre d'idées qu'on peut avoir et qui permettent, par exemple, d'une part de candidater à l'ACF, au Grand Prix ACF Autotech, et d'autre part de décrocher ce prix. Et ça, c'est important justement. Qu'est-ce qui permet à une start-up de prendre son envol, Aymeric de Pontbriand? Effectivement, l'ACF, pour nous, on était la première entreprise qui a gagné ce concours. Vous avez inauguré. Il y a 5 ans, et ça a été être exposé à des grands noms de l'automobile et de faire parler de notre innovation. L'exposition de ce concours a été extrêmement importante. La qualité du jury était assez extraordinaire. Ça a permis de créer des liens avec ces entreprises-là. C'était vos futurs clients, vos futurs partenaires? C'était effectivement nos futurs clients et partenaires. Ouais. Et ça nous a permis ensuite aller ouvrir les portes de nombreuses usines pour aller déployer nos solutions. Chose importante, ça vous a demandé quel effort? La candidature, puis la défense de votre projet, sa présentation. Qu'est-ce qu'il vous a fallu faire pour convaincre? Comme le disait Richard, la candidature est relativement simple Une lettre par à la rapport à poste. d'autres concours. C'est quelques slides pour présenter ce qu'on fait, et c'est assez normal. Et derrière, on vient présenter. Il y a plusieurs rounds de présentation pour finir sur une soirée où on vient pitcher devant ce prestigieux jury à l'Automobile Club de France. Donc en plus, le cadre n'est pas désagréable. Et ça permet de faire parler de son entreprise un grand nombre et à tout l'écosystème automobile. Hassan Emami, quand vous l'avez remporté en 2021, vous vous attendiez à le remporter ou pas? Pardon? Est-ce que vous vous attendiez à le remporter? Écoutez, je l'espérais. En tous les cas, de manière très modeste, hein, quand je regardais les autres. Mais non, en fait, il était très très confiant. Il est arrivé, il m'a dit non mais je vais tous les arracher. Il les a arrachés d'ailleurs. Je pense qu'on avait une bonne solution. Et, bon, les autres solutions étaient bonnes aussi, mais globalement, on avait quand même réussi à mettre le doigt sur quelque chose de très intéressant, qui était le fait qu'on a créé des bandes de recharge et la solution de logiciel qui va avec, où on met beaucoup moins de pression sur le réseau électrique, donc on peut charger plus de véhicules plus facilement. Et donc, c'est un problème qu'on a déjà aujourd'hui, mais c'est un problème vraiment du futur. Quand il y aura des millions de véhicules électriques, le phénomène de recharge la nuit sera bien pire que quand les ballons d'eau chaude vont démarrer tous en même temps chez vous. Donc les heures creuses et les heures pleines vont changer. Et d'abord, risque de changer, mais surtout, dans le cas présent, on tient compte de ce que le client veut. Si le client veut partir à 2 h du matin, il dira « je veux partir à 2 h du matin » et on gère la recharge en fonction de son besoin. On ne dépend pas d'un signal tarifaire extérieur, mais vraiment de ce que le client souhaite faire. Et ça, c'est quelque chose qui a nécessité des développements en intelligence artificielle. Je pense que c'est ça qui a été noté. Et aussi, globalement, quand vous remportez le prix, vous vous rendez compte que vous êtes jugé par des gens experts du domaine, par les directeurs techniques de grandes sociétés. C'est bon signe quoi, pour l'activité. Ça vous donne quelque part une visibilité parce qu'on se dit, bon, ça y est, la solution est valable, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. C'est ça, exactement. Alors si je fais le point commun entre vous trois, à des degrés divers, hein, on est bien d'accord, et d'ailleurs avec beaucoup de constructeurs qui sont venus ou alors d'équipementiers, vous, par exemple, ce que vous arrivez à faire, c'est d'économiser l'énergie ou plutôt d'optimiser la dépense de l'énergie. Vous avez réussi à permettre d'extraire du lithium de manière propre, de manière écologique. Vous, les données que vous avez, elles vous permettent aussi d'optimiser, l'énergie, la production, la qualité. Exactement. Produire mieux avec moins. Et la durabilité, j'imagine, en plus. Donc c'est important. C'est quoi? C'est la conscience environnementale qui est importante aussi pour le Grand Prix?
Alors c'est quelque chose qui est assez important. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a introduit une mention GPACF Green Tech pour récompenser justement parmi les 6 finalistes la start-up qui impacte plus positivement l'environnement. Et je dois avouer que ce prix n'existant pas à l'époque d'Aymeric de Pontbriand, c'était effectivement un hasard qui fait que ce sont naturellement des projets à consonance écologique qui étaient en finale et qui pouvaient gagner également. Donc c'est plus qu'une mode. C'est quoi? C'est un prérequis aujourd'hui ou c'est que tout le monde a compris finalement qu'il fallait qu'on aille dans la même direction? Je dirais que c'est un besoin. Donc, dès lors qu'il y a un besoin, il y a un business. Et quand on est un start-upper, quand on voit un besoin, on se jette dessus. Donc, quand on répond au besoin, généralement, c'est un besoin qui est aujourd'hui environnemental parce qu'il y a un besoin environnemental extrêmement fort partout. Donc, il y a du business. Donc, maintenant, l'environnement n'est plus quelque chose qui coûte, c'est quelque chose qui rapporte. Est-ce que c'est l'idée que vous avez eue vous-même, Jean-Philippe Gibault? Il y a un besoin d'extraire du lithium de manière propre, il y aura forcément un business? Oui, il y a un business. De toute façon, il y a besoin de produire beaucoup plus de lithium pour alimenter l'industrie des batteries. Question de Béotien, est-ce qu'il y en a assez du lithium? Alors, sur Terre, il y en a assez, et puis le lithium, il va se recycler. Contrairement à un réservoir d'essence... Vous avez dit il va, ça veut dire qu'il ne se recycle pas encore. Aujourd'hui, on peut recycler que les batteries qui ont 10 ans, et il n'y en a pas beaucoup de batteries qui ont 10 ans. C'est vrai. Donc, ça va se faire. Les batteries se recyclent. En fin de vie d'une batterie, il y a toujours autant de lithium dans la batterie qu'au début, ce qui n'est pas le cas d'un réservoir d'essence. Ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire aussi que la durabilité, par exemple, enfin, je veux dire, on fera du réemploi de la matière première. Tout à fait. Les batteries seront déconstruites et reconstruites. Exactement. Donc, ça, c'est déjà assez rassurant. Chez Scortex, Aymeric de Pontbriand, l'utilisation des données, justement, elles permettent de faire quoi concrètement? Il y a plusieurs choses, 2 étapes importantes pour nous. Donc, on vient automatiser du contrôle sur une ligne de production. Aujourd'hui, il y a encore énormément d'usines où chacun des composants sont contrôlés par des personnes. C'est des usines qui tournent 24 heures sur 24 et qui regardent si un bout de plastique est conforme pour la mettre dans la voiture et pour qu'on ait chacun, quand on a une voiture qu'on achète, elle soit en parfait état. Derrière, nous, on vient automatiser ce contrôle et pour ça, il nous faut de la donnée parce qu'on fait tourner une intelligence artificielle qui comprend comment on trouve un bon produit ou pas. Et après, en automatisant ce contrôle, on devient une source de données pour comprendre la qualité qui sort de la ligne de production. Et donc, aller optimiser cette qualité et s'assurer qu'on jette le moins de produits possible. Et on jette de moins, on gaspille de moins en moins. Effectivement. C'est une question. Richard de Cabrol, c'était pour vous, oui. Ah, d'accord, oui, je me suis posé la question. Non, mais tout à fait, on gaspille de moins en moins et on jette de moins en moins. C'est clairement un besoin. Ensuite, je n'ai pas envie de restreindre trop et dire aux candidats futurs, c'est à ça qu'il faut répondre. J'ai envie de me faire étonner et éblouir. Et tout ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que finalement, depuis 5 ans que le Grand Prix existe, aucune des sociétés en finale n'a fait faillite, alors qu'il y a 90% d'échecs auprès des startups. Et en plus, à cette table, nous avons quand même Ezan qui a réussi récemment une levée de fonds sur la base d'ailleurs d'un accompagnement qui avait commencé avec l'un des partenaires du Grand Prix, qui l'a accompagné jusqu'à la fin de cette levée de fonds. Si tu veux en dire 2 mots, ça peut être très intéressant. Le rachat de Scortex par Trigo. Et alors Jean-Philippe, je ne sais pas si tu peux en parler de ta future levée de fonds, mais peut-être qu'il ne faut pas le dire et que j'ai fait un leaks. Nous, on est en pleine levée de fonds, donc on est en phase de due diligence. Et je pense que ça sera bouclé dans les quelques mois qui viennent ou plus tard. Et notre objectif, c'est de construire notre première usine de filtres en France pour alimenter un marché mondial. Vous voulez la construire où? A priori, on serait autour d'Agno, qui est une de nos bases opérationnelles. Et c'est là aussi de la région de la vallée du lithium en France. Un bassin aussi qui est assez dynamique d'ailleurs, en tout cas. Un bassin d'emploi en Alsace. Concrètement d'ailleurs, pour vous, Ezan et Mamie, si on se rapporte à l'emploi, parce qu'on a parlé de start-up, de jeunes entreprises, comment on fait aujourd'hui pour créer de l'emploi lorsqu'on est une très jeune entreprise qui a gagné un prix récemment? En fait, l'objectif de l'entrepreneur n'est pas directement de créer de l'emploi, mais de créer de la valeur. Et forcément, pour créer de la valeur, il faut des gens qualifiés, de compétences, des bons profils qui évoluent avec l'entreprise. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de démarrer avec des jeunes sortis d'école, avec des stages, etc. Et progressivement, ces jeunes nous accompagnent, grandissent avec nous et on commence aussi à recruter des gens plus expérimentés parce qu'il faut aussi maintenant du middle management pour faire grandir tout ça. Et surtout, ce sont ces ressources-là qui convainquent un fonds d'investissement qui veut investir parce que finalement, ils misent sur les hommes, sur le projet au départ, mais aussi sur les hommes parce qu'il faut réussir à aller à chaque fois plus loin. Comment on fait pour trouver des capitaux quand on est une jeune entreprise, Aymeric de Pontbriand? On candidate au Grand Prix ACF. On va le redire, ça juste prêt.
Comment est-ce qu'on fait pour trouver des capitaux? Il faut plusieurs choses. Ouais. Déjà, l'équipe initialement, la première levée de fonds, c'est beaucoup sur l'équipe. Donc ça s'associe avec les bonnes personnes qui ont une vision commune, une envie de changer et qui ont identifié un problème. Typiquement, nous, c'était combien coûte la qualité pour un industriel, pour une usine. Et après, c'est pas mal d'ambition et y croire. Et pour convaincre en face qu'il faut y aller. Alors, Richard de Cabrol, vous avez dit surprenez-moi. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre aujourd'hui comme projet? Justement, le principe de la surprise, c'est que je ne les connais pas. Ouais. Donc on est d'accord. C'est pas On est possible. tout à fait Mais d'accord. vraiment, je veux surtout pas dire de mots. C'est possible ou pas de vous surprendre encore? Parce que si je fais le tour Ah, des tout à allées, fait. par exemple, si je traverse les travées de ce salon, j'ai l'impression d'avoir à peu près toutes sortes d'innovations qui sont à ma disposition. Alors, je dirais, sur ces travées, parfois, il peut y avoir une innovation dans l'innovation. Par exemple, on peut encore innover sur le LCV, on peut encore innover sur le rétrofit, on peut encore innover sur d'autres secteurs. Je dirais que maintenant qu'il y a certains secteurs qui sont bien installés, le rétrofit, le LCV, etc., maintenant, il faut vraiment que vos startups candidatent en nous montrant en quoi elles innovent dans ce secteur. Ce sont quand même des secteurs qui existent maintenant depuis plusieurs années, donc on ne peut pas dire qu'elles soient nouveaux. Donc là, clairement, ça ne va pas m'impressionner d'avoir du rétrofit qui revient à nouveau. Donc désolé les rétrofitteurs, je sais qu'il y en a dans ce salon. Il y en a beaucoup d'ailleurs, on les salue. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur que les autres? C'est clairement ça la réponse qui peut nous impressionner encore dans ce secteur. Donc c'est encore possible, dans un secteur qui a déjà innové, de continuer à innover pour faire mieux que les autres. Par exemple, typiquement, aussi dans tous les systèmes autonomes, on sait que le lidar, l'ADAS, ça coûte très très cher. Ouais. Typiquement, on parle de voiture autonome, on dit bon, la voiture autonome, elle va sortir. Mais là, il y a beaucoup d'innovations à faire encore parce que ça coûte encore trop cher. C'est toujours très complexe à mettre en place. Ça consomme énormément de données et d'énergie dans le véhicule. Et donc là, il peut y avoir des innovations très, très scientifiques à développer. Et ensuite, on ne s'interdit pas non plus des innovations plus marketing. Il faut savoir qu'on a récompensé par exemple iFlow de Claire Cano dans le passé, qui était quand même une société de convoyage de véhicules. Donc là, on peut aussi avoir des bonnes idées marketing. On n'est pas obligé non plus d'être un rat de laboratoire, un scientifique chevronné. On peut avoir une bonne idée marketing intelligente et astucieuse qui fait qu'on est ébloui. Donc c'est à tout niveau de technologie où on est ouvert à recevoir toute innovation. Il n'y a pas de petit talent, en tout cas, il n'y a pas de petite passion, ça c'est important aussi. Tiens, Jean-Philippe Gibaud, vous êtes plutôt... Tiens, comment vous êtes arrivé dans le lithium? C'est une longue histoire, enfin, c'est toute mon histoire en fait. Je veux dire, dans mon dernier emploi de salarié, j'étais directeur d'une société de forage. On forait un puits de géothermie profond en Alsace, et puis en regardant un peu ce qu'il y avait dans cette eau, je me suis dit, mais dis donc qu'il y a du lithium là-dedans. Et puis en faisant des petits calculs de coin de table, je me suis rendu compte que la valeur du lithium qui en sortait, elle était, je dirais, à peu près 3-4 fois supérieure à la valeur de l'électricité. Aujourd'hui, ça serait 15 fois. Et que c'est dommage de ne pas la valoriser. Donc on gâchait ce qui avait de la valeur pour faire de l'électricité qui était beaucoup moins chère. Ça ne veut pas dire on ne gâchait pas, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Les deux sont complémentaires. C'est là que vous vous êtes dit Eureka. Voilà, j'ai dit, il n'y avait pas de techno, j'ai créé cette société. Comment je récupère ce lithium et comment je le fais sans polluer. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez eu cette idée. Vous, l'idée vous est venue comment? J'ai fondé Scortex en sortant de mes études. Et c'est, je pense, la première fois où je suis rentré dans une usine de production automobile. Ils font des pièces de tableau de bord. Et avoir des gens qui passent leur journée 24 heures sur 24 à regarder des bouts de plastique pour savoir si justement ils sont conformes. De me dire que je pense qu'on pouvait faire mieux, surtout qu'ils ont jeté à peu près 1 sur 4. Que c'est pas recyclable. Vu qu'il y avait quand même pas mal de valeur à aller chercher sur justement comment optimiser ce process qui aujourd'hui n'était pas maîtrisé. Comment l'optimiser? Et vous aviez eu votre idée comment? Les années mamie? C'est une histoire intéressante. J'étais dans une réunion chez Aver France. Et il y avait un des directeurs d'EDF, quelqu'un de la Guadeloupe, qui disait qu'il ne savait pas comment il allait résoudre le problème de la recharge quand il y aura des milliers, voire des centaines de milliers de véhicules qui allaient charger en même temps. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, avec mon passé de matheux, qu'il y a moyen de résoudre, c'est compliqué, mais qu'il y avait moyen de créer l'algorithme et la manière de traiter ce problème. Et donc, convaincu que j'y arriverais d'une certaine manière, pas seul bien sûr, je commençais à créer le projet, m'entourer des bonnes personnes. Et il a fallu, le temps qu'il a fallu. La première version du logiciel d'optimisation est sortie la veille de la remise de prix à l'Automobile Club de France. Ah, c'est bien tombé quand même. Voilà. C'était quand même bien tombé. Drôle de coïncidence d'ailleurs. Est-ce que c'est facile d'innover en France? Est-ce que c'est plus facile que dans d'autres pays ou est-ce qu'au contraire c'est plus difficile? Richard de Cabrol. Alors, je dirais que c'est probablement, facile, c'est très dur d'innover tout court. On est d'accord.
potentiellement peut-être un peu plus facile de commencer à innover en France. Les early stages sont quand même énormément soutenus et on le voit notamment avec les partenaires, tout ce qu'ils peuvent offrir comme soutien. Et je dirais que c'est vrai que le Grand Prix ACF a accueilli 47% de candidatures étrangères l'année dernière, ce qui était une première. Avant, c'était plutôt 25%. Et cette année, justement, on a envie de dire à ces candidatures étrangères, vous êtes bien accompagnés, vous êtes bien entourés, le tissu de formation en France vous offre un bon accès au marché du travail et installez-vous en France. Et d'ailleurs, pour ça, on a un nouveau partenaire, un partenaire officiel qui est Choose Paris Region, qui sera là notamment pour convaincre toutes ces startups étrangères qui candidatent au Grand Prix de venir s'installer pour innover en France. Oui. On n'est pas contre les startups étrangères, mais on veut leur dire la France est quand même un bon pays pour innover et la preuve, nos startups ont du succès. Nos startups ont du succès, ça vient de quoi? Ça veut dire qu'on a aussi des jeunes étudiants ou d'anciens étudiants qui sortent d'école et qui sont bien formés, par exemple. C'est des compétences. Qu'est-ce qu'on a de plus, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on a comme atout ici? Alors, d'abord, il y a eu un changement de mentalité. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a plus de 40 ans. Il y a 40 ans, on est en tant qu'ingénieur, on rentrait dans un grand groupe, on faisait sa carrière dedans. Éventuellement, on changeait une fois. Aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, à la mode. C'est devenu bien vu d'innover, de créer son entreprise. Okay. Donc ça, il y a un moteur social qui vous pousse à aller de l'avant. Et il n'y a pas beaucoup de pays où c'est aussi marqué que ça. Et en tout cas, c'était un grand changement par rapport à... Un changement d'époque, un changement de mentalité. Vous l'avez vécu, non? Vous êtes arrivé avec ce changement de mentalité? Je suis arrivé au tout... Donc j'ai commencé à être entrepreneur il y a 7 ans. Ça commençait à avoir la première génération d'entrepreneurs à succès et l'écosystème qui commençait à mûrir. On avait encore parfois un peu bridé dans l'ambition qu'on avait le droit d'avoir. La première levée de fonds, on avait levé 2 millions d'euros. Encore quelques semaines avant, mon avocat me disait essaye de trouver 500 000 euros déjà, ce sera bien. Donc il y avait quelques barrières psychologiques. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous avez gagné 4 fois plus, enfin levé 4 fois plus? Il était plutôt content parce que du coup, c'était bien pour lui aussi. Faire un pari. Mais je pense qu'aussi, on a un changement profond, typiquement dans l'automobile, des usages, de ce que les gens attendent de ce type d'industrie, dans la mobilité de manière générale. Et ça c'est un terreau d'opportunités gigantesque. On va consommer les mobilités différemment. Ouais. On va chercher différentes modalités. Et donc toutes ces opportunités, elles s'ouvrent aujourd'hui. Des nouveaux usages, ça fait quoi? Des nouvelles activités, tout simplement, des nouvelles opportunités, des nouveaux business? Oui, en fait, globalement, je pense que ce qui a beaucoup changé ces dernières années, ce qui a évolué, c'est qu'on commence beaucoup plus à ressembler au système américain, où il y a des différentes étapes dans le financement d'une société. On peut être très jeune avec très peu de moyens. Là, on va chercher des business angels, les gens qui prennent peut-être une grosse partie de votre activité. Alors, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas envie forcément de commencer par cette étape-là. Mais globalement, à chaque étape, il y a son financement. Ouais. Et le marché, en attendant, évolue. Ce qu'il faut, c'est aller plus vite que le marché. Parce que sinon, vous avez vos concurrents qui vous dépassent. Et là, à un moment donné, vous vous retrouvez, vous n'avez plus les moyens de défendre votre position et vous êtes absorbé ou vous disparaissez. Donc c'est vraiment une course en permanence pour aller le plus vite possible. Sachant, Richard de Cabrol, qu'on a souvent dit qu'on avait des jeunes startups très talentueuses en France, des jeunes gens très brillants, mais que parfois c'était difficile pour ces entreprises de grandir, d'acquérir une taille critique plus tard, et que c'était plus facile dans d'autres pays. Vous le constatez encore ou pas? Alors, au niveau du Grand Prix, pas forcément, parce qu'on s'intéresse vraiment aux jeunes startups, mais effectivement, il y a un moment critique, je dirais, quand on commence à atteindre une taille moyenne en France, où les taxes commencent à arriver, où les aides commencent à disparaître, et où finalement, on lève probablement aussi moins dans notre pays que dans d'autres pays, comme Israël, comme les États-Unis. Et ça peut être effectivement un problème sur notre territoire, c'est qu'on a toujours un espèce de complexe de la réussite, j'ai envie de dire. Et dès qu'on commence à atteindre une taille moyenne, commence à devenir gros, la massue commence à arriver. Et c'est là où potentiellement les Allemands, les Israéliens et les Américains commencent à prendre le dessus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Qui est complexé de la réussite ici, là? Qui a le complexe de la réussite en France? Non, on n'a pas de complexe de réussite. Aucun. Maintenant, c'est jamais facile. Réussir à développer une start-up, c'est beaucoup de travail, de la chance, des opportunités. Donc, ne pensez pas que c'est facile. Personne ne dit que c'est facile. C'est juste qu'on en a réuni 3 ici, donc c'est normal que ça ait l'air facile parce qu'on n'a pas l'habitude. Malgré tout, vous restez en France ou pas? Justement, par rapport à ce que disait Richard, je pense que le marché français et israélien ont des grosses similitudes sur les talents, mais le marché israélien est très petit par rapport à typiquement celui français.
mais le marché français reste à une taille moyenne. Et nous, on n'est que des entreprises en B2B, Ouais. où on s'exporte Business rapidement. to business. Et donc, du coup, on n'a pas forcément une limite nationale. Et l'enjeu, c'est de dire, au moins, l'Europe, ça doit être le premier marché. Et donc, rapidement partir chez nos voisins pour justement s'exporter. Et pas que se limiter à la France, qui sinon est une limite de croissance. Donc il faut travailler sur plusieurs pays le plus tôt possible. Vous le confirmez cette impression? Oui, en fait, souvent, pour aller dans d'autres pays, vous sortez de vos bases, vous Ouais. allez loin de chez vous, c'est très difficile de le faire seul. Donc il faut trouver les bons partenaires. Alors les partenaires qui sont complémentaires de ce que vous faites, qui ne vont pas forcément vous remplacer, mais vous accompagner pour aller plus vite. Parce que finalement, une idée ou une technologie que vous avez ici, vous êtes presque sûr que la même chose existe dans d'autres pays du monde au même moment. Les idées apparaissent en même temps. Et donc si vous restez dans votre coin, d'autres continueront. C'est ça. Donc ce qu'il faut, c'est d'aller vite ailleurs, trouver des Il faut partenaires. échanger aussi, il faut Complètement. discuter, il faut être curieux. Bon, la curiosité, c'est une qualité importante qui est requise pour tous vos candidats. Ah bah, la curiosité amènera des innovations qui nous éblouissent. Là, on en revient effectivement au sujet de départ. Donc ça, effectivement, c'est important. Ça, c'est très important. C'est la première qualité que vous demandez? Alors, les qualités qu'on demande, c'est beaucoup de rationalité, c'est-à-dire que c'est bien d'innover, mais il faut quand même que ça s'inscrive dans un marché identifié avec un business model, Ouais. même à l'état de brouillon, qui nous expliquait pour dire, bon, je vais sur cette innovation, pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que je me dis qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter, et suivant un modèle d'achat qui revient à la souscription, à l'achat unitaire ou peu importe. Donc je dirais que c'est surtout beaucoup de rationalité quelque part derrière l'innovation. On a tendance à séparer les deux, mais en fait les deux vont ensemble. Et ensuite, être terre à effectivement, c'est terre. est-ce que l'idée, quand on la voit, on se dit, on l'aurait vraiment pas eu, quoi. Ça nous a étonné, voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans cette indépendance qu'est ce Grand Prix, c'est que quelque part, on ne sert pas un intérêt très précis ou un intérêt qui dit je veux préserver par exemple ce secteur d'activité traditionnel, donc Ouais. j'interdis l'innovation. Non, au contraire. Nous, on veut casser l'innovation. Et même si d'ailleurs tous ces jeunes entrepreneurs autour de moi sont dans le jury, eh bien, il faut que les startups sachent que si elles veulent casser le business d'Emeric, eh ben, elles peuvent. Si elles veulent casser le business de Jean-Philippe, elles peuvent. Si elles veulent casser le business de la borne de recharge, elles peuvent aussi. Parce que dans le formulaire, il est marqué avec quel membre de jury vous ne voulez pas partager votre dossier. Donc il y a une confidentialité totale sur leur innovation. Et même si tous nos anciens vainqueurs sont dans le jury en face des corpos, Ouais. elles ont le droit d'innover dans leur secteur encore. Et en gros, vous encouragez l'émulation. Tiens, on ne va pas forcément parler de vos domaines de compétences respectives. Quel est le type d'innovation que vous aimeriez voir qui n'existe pas du tout aujourd'hui? Question difficile. Qu'est-ce qui pourrait vous C'est surprendre? votre prochaine entreprise. Alors- Attention, confidentialité. Hein. Je crois qu'on est entre nous, vous pouvez y aller. Alors, Les moi, années mamie. moi, ce que j'aimerais voir, ce sont des batteries plus denses, plus légers donc, Ouais. apportant finalement quelques 800 km d'autonomie au véhicule. Pas mal. Alors, parce que finalement, je pense qu'il y a un saut à faire pour l'acquisition du véhicule électrique au-delà du prix qui va Sûr. commencer à se réguler. C'est le fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir deux véhicules. Il faut avoir un seul véhicule qui fasse les grands trajets, les courts trajets. Et je pense que quelle que soit la puissance de recharge des bornes sur l'autoroute, Ouais. on ne peut pas se permettre de s'arrêter tous les 200-300 km, perdre une demi-heure et recharger son véhicule au risque qu'il n'y ait pas de position disponible. Donc le jour où il y aura ces 800 km, on osera n'avoir qu'un véhicule et on pourra faire des trajets très longs sans finalement s'arrêter, et l'arrêt sur l'autoroute sera une exception. Et ce jour-là, le véhicule électrique remplacera vraiment. Donc ça passe par une évolution des batteries qui est en cours, mais il faut vraiment que ça aille plus vite que ce qu'on voit De aujourd'hui. plus s'arrêter pour recharger et Ne pas surtout être pas obligé, plusieurs. ne pas être obligé toujours, voilà. Mais alors, on s'arrêtera juste pour acheter un paquet de chips. Ou pour éventuellement manger ou autre chose. Voilà. Exactement. Faut quand même Des continuer. besoins. Toujours répondre aux besoins. hein, Exactement. c'est ça, le- Toujours. Parce qu'il y a toujours un business derrière un besoin. Émeric de Un Pontbriand, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre, vous? Soyez fous, c'est- hein. Moi, je suis plus sur la deuxième partie du vie de la batterie. On est en train de mettre des millions de véhicules électriques Ouais. sur la route. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces batteries? À la fin de vie d'un véhicule électrique, la batterie, elle a encore du potentiel. On voit des projets intéressants sur utiliser ces battery packs pour aller faire du stockage d'énergie. Il y a des centres de recyclage qui sont en train de se construire. Ouais. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec toute cette matière et ce potentiel. Maintenant, quoi? Je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a à explorer et du potentiel. Continuez à creuser là-dedans. Creusez ce que vous savez faire d'ailleurs.
Oui, alors moi je vais faire un joker. Je pense Allez-y. que d'ici quelques années, je serai en retraite. Donc je vais laisser la succession, c'est-à-dire mes enfants et des employés de Géolith qui sont là. Choisir. Imaginez la prochaine innovation. Imaginez le lendemain. Chez Géolith, on a fait un exercice de team building. Bien dans le micro. On a fait un exercice de team building il y a 2 semaines où on a essayé de faire travailler les gens sur le futur de l'entreprise. Ça a donné quoi? Eh ben, ça a donné qu'il y a eu plein d'idées et que tout ça, on va le développer. En particulier des technologies innovantes pour recycler les batteries, Oui. mais aussi plein d'autres choses. Donc vous commencez à les avoir, ces idées, c'est plutôt Oui, pratique. mais c'est pas moi qui les ai eues, c'est ça qui est beau. C'est vos équipes, Ouais. justement. Tiens, on peut candidater plusieurs fois ou pas? Alors c'est déjà arrivé qu'il y a un candidat qui soit 2 fois en finale, mais alors 2 fois malheureusement pour lui. C'était Mob Energy, une startup qu'on avait découvert en 2019 à l'époque, un robot chargeur. Donc on peut candidater plusieurs fois, sauf quand on a gagné le Grand Prix. La preuve, nous les réinvitons dans le jury à chaque fois. Donc maintenant, ils font un peu partie de la famille. Donc tant qu'on n'a pas gagné le Grand Prix, on peut candidater autant de fois qu'on le veut. Et sinon, ensuite, on devient juge, mais plus partie, ça c'est important. Ce que ça a apporté, ce Grand Prix ACF Autotech, pour votre entreprise? Alors, nous, ça nous a apporté de la visibilité, une reconnaissance. Ça nous a donné des contacts directs avec les gens des grands constructeurs automobiles. Bon, je ne sais pas si on peut les citer. Ah, si, on peut citer les partenaires, on parle du Grand Prix. Donc, Voilà, on peut citer le groupe Renault. Voilà, le groupe Renault. On a eu plusieurs contacts avec Renault, on avance avec eux. On a eu des contacts avec Michelin, on a eu des contacts avec un certain nombre d'autres. Et puis, ça nous a aussi donné de la visibilité pour notre levée de fonds en cours. Oui. Là, je ne peux pas donner de nom. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. En tout cas, vous aussi, ça vous a permis beaucoup grandir? Oui, c'est tout pareil. Je rajouterai un élément qui est autour de on a un enjeu d'attirer des talents. Et il y a beaucoup de startups. Il faut se différencier et avoir un prix qui est prestigieux, qui sur des noms connus, que ce soit l'ACF, l'ESSEC et le jury de cette qualité-là, permet d'avoir une crédibilité sur quand on sait qu'on a été validé par des pairs. Par ses pairs, par le marché, par Exactement. l'ACF, justement. Qu'est-ce qui a changé pour vous, les années Mamie, en 1 an et demi? Écoutez, déjà, Richard en a parlé tout à l'heure, on a eu l'accompagnement d'un cabinet pour la levée de fonds. Ouais. Donc ce cabinet, on a eu c'était grâce au modèle Carl Square, voilà le cabinet Carl Square. Et ce cabinet donc, nous a permis finalement d'avoir un peu plus de professionnalisme dans la recherche des investisseurs. L'autre élément très important que mes camarades ont dit, c'est que globalement, quand vous avancez une technologie innovante, les gens peuvent vous regarder et ne pas vous croire. Mais quand d'autres pairs de votre métier, par exemple le directeur technique de Renault, a jugé que votre solution était une solution valable, c'est beaucoup plus facile de convaincre en disant j'ai quelque chose d'innovant. D'ailleurs, des gens beaucoup bien placés dans leur technologie ont jugé que ce qu'on faisait marcher. Donc ces 2 éléments réunis ont fait que finalement on a eu beaucoup plus facilement d'accès à des marchés, à des partenaires et très tôt finalement. Alors on a parlé d'innovation, de toutes petites entreprises, de start-up et de très grands groupes. C'est plus facile d'innover quand on est une toute petite structure à 2 ou 3 personnes? Alors, je dirais que pour innover, quand on est une toute petite structure, il faut rester indépendant au maximum. Plus on attend pour faire rentrer un corpo, un investisseur dans la société, plus on a les mains libres pour innover, plus on a les mains libres pour quelque part avoir ses propres idées et répondre à des besoins bien spécifiques du marché au global. En fait, quelque part, c'est là où la structure est aussi plus agile, plus réactive, dans le sens où tous les employés d'une petite structure avancent dans le même but avec un produit à vendre à la fin, ce qui rend les choses aussi plus rapides. Et donc c'est à la fois une opportunité pour un corporate d'investir dedans, parce que finalement ça peut innover plus rapidement qu'un département recherche et développement avec tous les processus de décision et les meetings en cascade. Mais effectivement, quand on commence à faire entrer, je dirais, des personnes au capital de son entreprise, c'est quand on est vraiment très décidé sur aller sur un marché avec un produit bien défini. Donc pour ça, il faut prendre son temps, mais c'est vrai que ça commence d'abord par ces étapes. Ça dépend des moyens de départ. Ça dépend. Je pense que c'est plus facile de faire ça quand on est peut-être à sa 2e ou 3e start-up. À sa première, on est souvent limité par la love money. Et quand on n'a plus d'argent, il faut que l'argent y rentre. Donc c'est souvent le fait d'avoir 0 € sur son compte qui fait que les investisseurs rentrent au capital et pas simplement la volonté de rester indépendant ou pas. Ça, c'est pour l'instant toujours indépendant de votre côté? Je suis toujours majoritaire dans l'entreprise.
Donc C'est bien. oui. Indépendant, Indépendant. en tout cas autonome. Ouais. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, c'est plus facile d'innover quand on est une petite structure parce qu'on a les moyens de décision. Ouais. Et là, on travaille en partenariat avec un grand groupe qui est notre fournisseur de technologie d'extraction. Ouais. Et c'est des gens qui sont spécialisés dans le titane. Et on leur a amené une innovation qui leur permet de se développer là-dessus. Et on a fêté la semaine dernière les 100 ans d'opération de l'usine qui est située dans le sud de l'Alsace. Donc pour eux, c'était une belle histoire où j'ai pu aller parler de ça. C'est une sacrée histoire. Ouais, devant les employés, devant les clients. Donc on fête un centenaire en même temps qu'on crée une start-up. Tout à C'est fait. drôle, c'est pas incompatible d'ailleurs. Est-ce que les entreprises plus âgées, on va dire les vénérables entreprises, ou plutôt les professionnels des grandes et des vieilles entreprises, vous regardent d'un œil, envieux ou parfois même d'un œil méprisant? Tiens, parlons vrai. Alors nous, on a été racheté il y a quelques mois par le leader mondial de la qualité opérationnelle. C'est plutôt bon signe. Donc on est plutôt copains avec eux. Vous êtes plus indépendant par contre. On n'est plus indépendant, on était Alors, vous le absorbé par regrettez le ou groupe pas Frigo. Non, pas du tout. Parce que justement, Il a une nouvelle piscine, il est heureux. ça fait 6 ans qu'on existe et donc du coup, c'était passé à l'étape supérieure. C'est ça. On voyait que en se rapprochant, c'était déjà un client de nos solutions et on voyait le vecteur, l'accélérateur que c'était pour nos solutions et nos technologies au sein du groupe qui est présent dans 25 pays et de pouvoir du coup déployer nos solutions au sein de leur réseau. Et quand vous regardez cette entreprise, c'est toujours votre bébé ou pas pour vous? Oui, parce qu'effectivement, j'ai toujours mon équipe et on garde notre nom, nos locaux. Donc c'est pas parce qu'on se fait racheter aussi qu'on perd toute son entreprise, qu'on perd son activité. Au contraire. Effectivement, quand c'est le bon moment, ça devient intéressant. Quand c'est le bon moment, c'est une question de timing, par exemple. Alors, de notre côté, vous savez, avec le Love Money dont parlait Richard tout à l'heure, on a eu une première étape où il y a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées par connaissance, par amitié, par aussi confiance par rapport à ce qu'on faisait. Ouais. Mais très récemment, il y a eu un fonds d'investissement qui est rentré, Andera Partners, André Infra, qui sont des gens qui finalement viennent, investissent et veulent rester plusieurs années. Et franchement, je n'ai aucune impression d'avoir perdu de l'indépendance, parce que finalement, ce sont des gens qui sont là pour nous accompagner. Et à chaque étape, tous ceux qui nous ont rejoints apportent certes une somme d'argent, mais surtout une complémentarité de compétences, de relations. Donc, une phase d'accélération qui vient juste après finalement. Vous savez dire qu'ils ont bien grandi aussi, tous ceux que vous avez vus passer au Grand Prix ACF Autotech? Il y a aussi En Voiture Simone qui était finaliste, qui s'est fait racheter par Buy My Car. Il y a aussi En Voiture Simone, on rappelle leur activité. C'était leur activité En Voiture Simone, c'est donc le permis de conduire en ligne. Ouais, le permis de conduire en ligne et très rapidement aussi pour tous ceux qui traînent beaucoup. Il y en a beaucoup, notamment du côté de Paris. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Tout à fait. En plus, c'est en plein essor avec Ornicar En Voiture Simone et aussi monpermisdeconduire.fr. Donc ça mène à tout. Tout à fait. Typiquement, c'est l'exemple type d'une innovation qui était moins technologique que nos 3 amis que nous avons là. Mais ça, c'est important, il n'y a pas besoin d'être un geek en fait. Bon, il faut qu'il y ait une idée innovante. Ça peut être une idée marketing, ça peut être une idée de nouveau business model. Et on aime bien d'ailleurs se faire surprendre sur le business model. Il y a aussi Willis qui s'est fait reprendre par l'association France Handicap. Ouais. En fait, il n'y a eu que des success stories en fait, dans nos finalistes et c'est vrai qu'on en est très fiers. Et c'est pour ça qu'on a envie de créer une communauté. J'ai envie de dire, quand on intègre la finale du Grand Prix, même quand on n'a pas gagné, quand on intègre la finale, on intègre une communauté qu'on réinvite chaque année et avec qui on va faire beaucoup de choses à l'avenir et notamment plein de réunions pour rencontrer l'écosystème, rencontrer des investisseurs et rencontrer des partenaires du Grand Prix chaque année. Notamment pour se rattraper aussi sur Emery, qui a gagné en 2018, on n'avait pas autant de partenaires. C'est vrai, ça a beaucoup changé. Justement, comme ça vous permet de voir ce qui se passe. On rappelle, la remise du prix, c'est le 20 avril 2023. Les candidatures, c'est jusqu'au 25 novembre à minuit, on est d'accord? Ça. Donc les startups candidatées jusqu'au 25 novembre minuit sur le site grandprixacfautotech.com. Et sachez bien sûr que la finale le 20 avril est retransmise en direct sur YouTube et sur le site officiel. Donc pour découvrir 6 startups très innovantes, eh bien, le public peut se connecter, peut même voter en tant que membre additionnel du jury. Allez, on a 3 membres du jury ici. À chaque fois, un mot à ces candidats. On va commencer avec vous, Jean-Philippe Gibault. Je dirais bon courage, surprenez-nous. Surprenez-nous, tout simplement. C'est facile de vous surprendre ou pas pour vous, Émeric de Pontbriand? Il faut préparer son pitch et le Préparer répéter. Bien quoi? Préparer son pitch, sa présentation, répéter, c'est le plus important. Oui, c'est clairement une fois important. Une fois qu'on a conçu est aussi important que la forme. Ouais. Exactement. Préparez-vous bien. Écoutez, moi je pense à mon expérience, même si c'est il y a 1 an et demi, 5 minutes c'est court.
Donc faire passer le message sur votre produit et sur sa faisabilité. 2 messages en 5 et minutes. Finalement aussi sur le fait que vous allez apporter de l'argent à vos investisseurs. C'est quelque chose de très court, donc il faut s'entraîner. Et puis je croise les doigts pour les finalistes. Vous vous étiez entraînés comment, vous, tous les 3, avant de passer? Alors, on a eu un accompagnement je ne sais plus comment il s'appelait, de Béatrice Duboisset de l'entreprise Youmining. Ouais. Voilà, donc un peu de répétition. Et puis finalement, écoutez, il faut se calmer avant la réunion. Et puis, Jean-Philippe Gibault? Tout à fait. Cet accompagnement a permis de dédramatiser. Ouais. C'est vrai que la scène de l'ACF, c'est quand même impressionnant. Avec, c'est plus stressant que... On parle en public, c'est beaucoup plus stressant, effectivement, même si le mondial, on a des milliers de personnes tout autour de nous et c'est assez spectaculaire. Donc la présentation, ce qui est important aussi, c'est que même si jamais on ne remporte pas le Grand Prix ACF Autotech, ça laisse une sacrée expérience qui peut servir pour l'activité. Tout à fait. Rien que passer à cette soirée et rencontrer l'écosystème et la qualité des personnes présentes. Les futurs clients, les futurs partenaires, oui, tout à fait. les futurs investisseurs. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est n'attendez plus, pas besoin d'attendre le 25 novembre pour déposer le dossier, on les attend de pied ferme. Le Grand Prix ACF Autotech. Merci à tous d'être intervenus sur Merci, Mobility TV. Richard de Cabrol du Grand Prix ACF Autotech. Merci à vous, Jean-Philippe Gibault. Géolith, merci. L'extraction propre du lithium, c'est quand même formidable. Aymeric de Pontbriand, merci à vous pour Scortex. Longue vie et bonne route à Scortex. En tout cas, bonne croissance puisque ça continue. Et merci à vous également, Ezan Emami, président de Cowaltis. Merci beaucoup d'être intervenu Merci beaucoup. sur Mobility TV.